Donc, je vais vous parler peut-être 10 minutes, j'espère un peu moins, du programme PAUSE. Le programme PAUSE, c'est le programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil, qui a été lancé en janvier 2017 grâce en fait, à l'initiative de Thierry Mandon, qui était à l'époque secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, la recherche, on ne disait pas l'innovation, mais maintenant c'est le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, et qui a été porté par le Collège de France depuis donc 2017. Donc c'était un moment assez intéressant. La situation géopolitique était, comme elle l'est souvent et comme elle l'est toujours en fait, assez dramatique, mais sauf qu'il n'y avait pas en France d'organes, comme on peut en trouver en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, qui étaient alertés et surtout qui avaient les moyens de faire venir en France des collègues qui étaient empêchés de travailler, mais pas uniquement, hein, empêchés de travailler, empêchés de vivre, emprisonnés. Et donc, on a mis ça en place. Et je crois que je dois remercier beaucoup Thierry Mandon d'avoir fait ça. Je crois que... Ensuite, ça a été repris systématiquement par les successeurs. Et donc, nous a permis d'avoir un programme assez ambitieux. Depuis 2017, nous avons... alors, il y a beaucoup de gens à remercier, donc ça prendrait beaucoup de minutes sur les 10 minutes. Mais ce que je vais oublier, il ne faut pas qu'il m'envoie, mais j'aimerais énormément remercier aussi la Fondation de France, qui a, ou le Crous, pour des raisons que vous pouvez comprendre. La Fondation de France a permis de lever de l'argent auprès des partenaires privés. Le Crous a permis de loger transitoirement des collègues qui arrivaient de ces pays. Et donc, il y a une sorte de solidarité qui s'est créée, qui a été assez plaisante. Je veux dire que je ne m'y attendais pas tellement là où j'étais. Et puis, tous mes collègues du collège ont pris ça à cœur. Donc, ça, c'était très encourageant pour notre institution. Donc, depuis ces 3 années, hein, nous avons eu 9 appels à candidature, quand même. Donc, on en a fait 3 par an, qui nous ont permis d'accueillir 196 chercheurs et chercheuses et leurs familles. Alors, on oublie toujours, mais ils ne viennent pas tout seuls, souvent. Et donc, ils sont distribués dans des établissements en France. Et donc, c'est quelque chose qui est géré par une 70 établissements français qui nous envoient des dossiers. Ce sont des dossiers scientifiques. Et on essaye, évidemment, d'apporter... Ils apportent une partie de l'argent. C'est un des problèmes, d'ailleurs, parce que la pauvreté, il faut bien le dire, de certains établissements universitaires fait qu'ils ne sont pas toujours en mesure d'apporter les 40%. Nous, on donne 60, 40. Mais grâce à de l'argent qu'on a levé systématiquement, et on a eu droit aux familles, c'est-à-dire de l'argent européen pour l'accueil des scientifiques migrants, eh bien, nous avons actuellement un peu plus de 6 millions en caisse, ce qui nous a permis d'aller jusqu'à 80% dans le financement de l'accueil et de faire en sorte que le poids sur les universités ou sur les organismes soit moins fort. Donc, c'est un système dans lequel nous avons 50% de femmes, 50% d'hommes, 50% de femmes, donc parfaitement équilibré. Un tiers de doctorants, 2 tiers de chercheurs confirmés, et puis les sciences humaines sont à 60%. Donc, entre les sciences humaines et les sciences... tout aussi humaines, mais bon, d'un ordre différent. Les sciences qu'on dit dures, eh bien, c'est à peu près équilibré, 60-40%. Alors, les pays d'origine, vous vous en doutez, hein, il y a eu la Turquie, beaucoup, à cause de la pétition qui avait été lancée par des académiques, des collègues turcs qui ont été empêchés de travailler, hein, même emprisonnés. La Syrie, hein, ça va de soi. Mais aussi, ça c'était les premiers. Et puis on a eu un autre périmètre géographique qui s'agrandit avec l'Asie, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine plus récemment. Donc c'est le bilan. Je pense que c'est un bilan, est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Non, bien entendu, mais enfin bon, c'est à 3 ans et je crois que grâce vraiment à un effort qui a été de générosité, mais aussi de compréhension que c'est important d'accueillir des scientifiques. On les accueille aussi pour leur qualité scientifique. Et d'abord, d'ailleurs, d'une certaine façon, pour leur qualité scientifique. Donc il y a une évaluation scientifique.
Et c'est quelque chose de tout à fait important, presque égoïste, hein, d'une certaine façon. Bon, on espère qu'ils pourront rentrer chez eux, mais ça ne se fait pas facilement. D'ailleurs, grâce au financement que nous avons pu avoir, nous renouvelons maintenant, certains d'entre eux, en fait 50% ont une deuxième année. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait après, hein. Et ça, c'est une vraie question. Je pense que tout le monde se la pose, tous les gens qui sont responsables de ce genre d'action. Comment les insérer dans la vie académique, dans la vie professionnelle, dans leur pays, qui était un pays d'accueil transitoire, mais qui risque de se transformer en pays d'accueil, j'ose pas dire définitif, mais pratiquement définitif. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on poursuit et qu'on essaie de renforcer l'accompagnement vers une insertion professionnelle réussie, soit dans le milieu académique, soit en dehors du milieu académique. Donc on a mis en place des activités collectives en lien avec des professionnels, des ressources humaines, des actions de valorisation, des actions aussi de formation pour ses collègues. Et puis l'idée, c'est de rechercher dans le secteur privé, dans le secteur public, des postes, des emplois qui puissent leur permettre de s'insérer, de vivre simplement, hein, parce que les donner 1 an et 2 ans, c'est pas suffisant. Si au bout de 2 ans, il n'y a rien, on se retrouve devant un drame qui est un drame extrêmement compliqué. Donc je voudrais quand même dire que c'était essentiellement le ministère de la Recherche. On était très aidés par le ministère de l'Intérieur, on était très aidés par le ministère des Affaires étrangères, parce que bon, il y a des problèmes de visa, des problèmes d'intervention auprès des pays étrangers quand ça peut se compliquer. Et je dois dire que là aussi, ça a été tout à fait merveilleux, très aidé par tout le milieu universitaire. Bon, ici, Édouard est là, mais Édouard a participé avec beaucoup d'autres, Sébastien Balibar, beaucoup de gens de l'Académie, en fait, ont participé aux séances d'évaluation, de classement, pas toujours facile quand il faut dire non, quoi. Depuis 2018, on a une participation du ministère de la Culture, donc en étant un tout petit peu en dehors du milieu scientifique. C'est plus compliqué d'évaluer un artiste, hein. Ça, évidemment. Donc cette notion d'évaluation, de toute façon, n'est pas simple. Je veux dire, on se trouve devant des difficultés, mais on essaie de les résoudre avec le plus de rigueur et en même temps de gentillesse possible, bien entendu. Nous voudrions, et nous sommes en train en fait, de renforcer l'inscription du programme PAUSE dans des programmes internationaux. Donc on participe à un consortium qui réunit 11 établissements, des partenaires européens, dans le programme Horizon 2020, Inspire Europe. Donc on essaie d'avoir des solutions durables au niveau européen, c'est-à-dire que pour l'intégration de ces chercheurs. On a une coopération privilégiée avec le programme allemand, Philipp Schwarz, qui est une initiative qui a été financée par la Fondation Humboldt. Mais on a aussi de très très bonnes relations avec d'autres programmes comme Scholars at Risk, qui est un programme américain, Scholar Rescue Fund, qui est aussi un programme américain, et puis le Council for at Risk Academics, qui est un programme du Royaume-Uni, hein, pour l'instant en tout cas. Donc on aimerait lancer quelque chose d'autre. Je vais terminer avec ça. J'espère que je n'aurai pas dépassé les 10 minutes. Monsieur le secrétaire perpétuel. Voilà. Donc, on voudrait participer à une réflexion sur la constitution d'une université en exil. C'est-à-dire que les professeurs que nous recrutons puissent enseigner, avec les moyens évidemment du numérique, puissent enseigner aussi vers leur propre pays, dans leur langue. Donc ça, ce serait pas mal, parce qu'il serait permettre de pouvoir continuer dans le cadre des chaires qu'ils auraient en France, à participer à des activités d'enseignement, y compris dans leur propre langue. Donc les lauréats de PAUSE de haut niveau pourraient candidater à ces chaires qui recevraient un soutien financier de notre programme grâce au fonds qu'on a eu du FAMI. Donc ça, c'est aussi une façon de stabiliser ces lauréats de très haut niveau. Donc je sais qu'en Allemagne, il y a une initiative de ce type qui s'appelle l'Academy in Exile, qui a été constituée par des chercheurs turcs et qui est en train de s'élargir. Et c'est ce à quoi nous travaillons actuellement, en plus évidemment de continuer d'élargir et d'essayer de populariser au maximum le programme PAUSE. Voilà. Donc brièvement, l'action sur 3 ans. Je pense que Édouard me corrigera si je dis des bêtises ou si j'ai oublié des choses. Mais bon, voilà, je voulais vous tenir informé de cette action. Et évidemment, chacun d'entre vous qui peut y participer est le bienvenu, parce que c'est vraiment une action collective
dont nous voulons faire bénéficier nos collègues, en espérant que nous n'aurons pas besoin nous-mêmes un jour d'en bénéficier. Voilà. Merci beaucoup. Exactement 10 minutes. Écoutez, je ne sais pas si je vais faire 10 minutes. En tout cas, merci beaucoup. Bonsoir. Alors, la fondation est née il y a 11 ans. L'idée est très très simple en fait. C'est expliquer aux gens que le racisme, ce n'est pas quelque chose de naturel. Parce que malheureusement, en discutant avec les enfants et les adultes aussi, on a l'impression que c'est quelque chose qui est naturel dans notre société. Et donc, lorsque je commence ma discussion, je leur montre une carte. Donc, je vais vous la montrer. Peut-être que vous la connaissez sûrement. Vous inquiétez pas, je vais tourner. Vous inquiétez pas. Ok. Vous voyez ? D'accord. En montrant cette carte aux enfants, notamment, aux adultes aussi, ils me demandent de retourner la carte. Parce qu'en fait, effectivement, ils n'ont pas l'habitude de voir cette projection. Et j'explique aux enfants qu'effectivement, que la carte traditionnelle qu'ils connaissent, en règle générale, ils ne le savent pas, ne respectent pas en fait les vraies distances, en fait, les vraies superficies selon les continents. Et donc, je leur dis, voilà, il faut toujours vous questionner, en fait, sur ce qui est. Donc, ça passe par le questionnement. Pourquoi ce qui est, parfois, peut être faux ou pas vrai ? Parce qu'effectivement, la notion de vérité est très intéressante. Qu'est-ce qui est vrai ? Ce qui est vrai, c'est que chacun de nous, nous sommes conditionnés à être ce que nous sommes. Nous sommes conditionnés à une certaine façon de penser. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que difficilement on échappe à son conditionnement parce qu'en règle générale, on ne questionne pas ce conditionnement parce que nous n'avons pas conscience. Et moi, j'aime bien dire aux enfants, il faut observer où vous êtes. Par exemple, quand je suis rentré ici, j'ai pu observer certaines choses. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les tableaux, vous retrouvez que des hommes. Lorsque vous regardez les statues, vous ne retrouvez que des hommes. Lorsque vous regardez qui parle, vous ne retrouvez que des hommes. J'étais pas là ce matin. En fait, c'est pour ça que je dis ça. Attention. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a comme schéma hiérarchique dans nos sociétés qu'on ne questionne pas, qu'on ne voit pas. Parce qu'effectivement, très souvent, ce sont toujours ceux qui sont dans une situation de domination qui parlent et qui racontent l'histoire. Et donc, ceux qui racontent l'histoire, parfois, pensent que leur vérité est bonne pour tous. Parce qu'effectivement, on ne questionne pas, on raconte. Et justement, l'idée justement de l'universalisme, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est mettre en commun des réalités, des pensées, ou dire, voilà, ce que je suis, c'est la norme ? Parce qu'en fait, c'est la question de la norme. Et donc, par exemple, moi qui suis antillais, quand je regardais tout à l'heure l'historique en fait, des droits de l'homme, et j'ai trouvé très intéressant qu'on parle des Lumières. J'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, je suis antillais. Mon grand-père est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Et effectivement, je dois avouer que ça me dérange un petit peu les Lumières parce que très peu ont remis en cause l'infériorité des personnes noires. Donc je pense qu'on pourrait peut-être prendre aussi d'autres approches. Je pense qu'effectivement, par exemple, la charte du Mandé pourrait aussi signifier à l'humanité qu'en Afrique aussi, on pensait l'égalité. Je pense que ce serait intéressant aussi de montrer que dans les civilisations asiatiques, on pensait l'égalité de l'homme. Et par exemple, je pense que ce qui serait très intéressant, c'est arrêter, par exemple, de dire aux enfants que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Parce que ça crée un petit problème. Et pourtant, partout où je vais, souvent les enfants vous disent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ce serait aussi très important, peut-être, de se rapprocher de la philosophie de vie amérindienne pour montrer aussi que peut-être, lorsqu'on parle des droits humains, peut-être qu'il ne faut pas s'arrêter aux hommes.
Parce que dans cette civilisation, effectivement, l'homme ne fait partie du tout. Et très souvent, dans leur philosophie, ils vous expliquent que la Terre n'appartient à personne. La Terre appartient aux générations futures. Et je pense que, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver à cette réflexion. La Terre n'appartient pas aux hommes. Elle appartient aux générations futures. Et donc, je pense que nous devons emmener, effectivement, le questionnement et dire aux enfants, faites très attention. Vous parlez d'un endroit. Et cet endroit n'est jamais neutre. Il faut prendre en considération cela. Et moi, je suis extrêmement d'accord sur ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a des cultures à qui sert des choses, à d'autres non. Donc, il n'y a pas de hiérarchie sur certaines choses. Il y a, par exemple, moi qui suis de la Guadeloupe, le rapport à la mort n'est pas la même en Guadeloupe que, par exemple, dans la région parisienne. C'est-à-dire que vous allez dans certains... il y avait quelque chose qui m'avait marqué, je crois que c'était en Himalaya, je crois, où il y avait un mort, et on l'emmenait tout en haut de la montagne, et en fait, c'était les oiseaux qui venaient le manger. Moi, j'étais extrêmement choqué, j'ai dit, mais c'est des sauvages, c'est pas possible. Mais après coup, je me dis non, peut-être qu'effectivement, c'est ma façon, mon éducation qui me fait voir que cette façon-là n'est pas juste. Et je crois qu'effectivement, il faut inviter les enfants, à ce qui ne se fait pas beaucoup peut-être, à dialoguer, à construire ensemble. Et je pense que c'est ce que nous perdons en fait. Construire ensemble. J'ai fait 10 minutes là ou pas ? Parce que je préfère qu'on me pose des questions, donc... Ah ben, comme vous voulez. Hein. Donc effectivement, je pense que le questionnement est essentiel. Ça doit commencer par là. Mettre en doute les choses. Et effectivement, je pense que lorsqu'on parle d'éducation, on parle très souvent de l'école, bien évidemment, parce que la majorité du temps où les enfants sont, c'est à l'école. Mais effectivement, il faut prendre conscience aussi que l'école conditionne dans une direction, ne raconte pas tout. Après, il y a une dame qui disait aussi le rôle essentiel des parents. Effectivement, c'est essentiel les parents. Mais vous savez, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas cette capacité de réflexion pour éduquer les enfants en leur donnant la liberté de penser. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des parents, comme ma maman, qui était dans une, je pourrais dire, dans une très grande difficulté, et donc n'a pas le temps aussi, parfois, de questionner, de suivre, de mettre en doute ce que j'apprends. Et je pense que la chose la plus importante, effectivement, c'est travailler sur les manuels scolaires pour essayer de comprendre qu'il faut emmener de la complexité dans les choses. Et je crois que nous avons peur parfois de la complexité. 10 minutes ? Parfait. Merci, c'est bon. Merci beaucoup. Comme vous avez un tout petit peu de rave, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur votre fondation ? Qu'est-ce qu'elle fait en pratique et comment ça marche ? Ok. Alors, je disais que la fondation était née en 2008, lorsque j'étais joueur de foot à Barcelone. Et très souvent, on me demandait d'aller parler du racisme dans les écoles. Et j'ai décidé de monter cette fondation pour, en fait, profiter de ma notoriété. Parce qu'en fait, lorsque j'arrive dans les écoles, bien évidemment, les enfants me regardent avec des grands yeux en disant « Wow, Thuram, c'est pas possible ». Et donc, pour ne pas dire trop de bêtises... Donc, dans le conseil scientifique, là, il y a Madame Elisabeth Caillet qui m'éduque tous les jours dans la réflexion. Il y a Monsieur Gauthier aussi qui m'éduque, qui est le directeur de la Fondation. Et au sein de la Fondation, il y a des scientifiques comme Monsieur Yves Coppens. Il y avait Madame Françoise Héritier, qui j'avais la chance de pouvoir la rencontrer et de discuter avec elle. Elle m'a appris notamment l'humilité, parce que je me souviens qu'elle me disait toujours... Vous savez, Monsieur Thuram, tous les jours, je lutte pour ne pas être raciste. Et donc, pour ne pas avoir de préjugés, en fait. Et donc, il y a Monsieur Pascal Blanchard, Monsieur Boniface, Monsieur Viviorca. En fait, il y a beaucoup de personnes qui
qui essaient de me faire grandir. Madame Françoise Vergès, Madame Heyer, il y a qui encore? Oui, il y a... il y a Marie-Rose Moreau. Et donc, nous, je me déplace dans les écoles, dans les universités, un peu partout, en France, à l'étranger, où en fait, il y a des demandes. Je fais des conférences. Nous faisons aussi des expositions. Par exemple, il y a eu une exposition faite au musée du Quai Branly qui s'appelait Les os humains. C'est-à-dire que très souvent, les gens ne comprennent pas en fait le racisme. Et moi, l'idée, c'est de montrer comment les choses se sont mises en place petit à petit. C'est-à-dire que beaucoup de gens, avec l'exposition au Musée de l'Homme, ont compris qu'il y avait des zoos humains où est-ce qu'on présentait des hommes et des femmes comme des animaux dans des zoos. Et beaucoup de personnes en Europe, la première fois qu'ils ont vu des personnes venues d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, en fait, c'était dans des zoos. Et donc, je leur disais, c'est tout à fait compréhensible. Lorsque vous sortez de ce lieu, pensez que vous êtes supérieur à eux. Et donc, en fait, oui, en fait, on travaille là-dessus. Donc, dernièrement, nous avons aussi participé un petit peu au Modèle Noir, au musée d'Orsay. Et en fait, oui, c'est éduquer les gens à comprendre que le racisme, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel, comme le sexisme, comme l'homophobie. En fait, c'est des conditionnements. Par exemple, c'est très intéressant sur l'homophobie. Les enfants, très souvent, ne savent pas d'où ça vient. Et en fait, je vais finir par leur dire, on parle, on questionne, et ils finissent par me parler de religion. Et je leur dis, voilà, il y a un des conditionnements qu'on ne questionne jamais, c'est le conditionnement religieux. Et dans le conditionnement religieux, d'ailleurs, il y a déjà une hiérarchie entre les hommes et les femmes, parce que très souvent, ceux qui conduisent en fait les prières, que ce soit dans n'importe quelle religion, ce sont les hommes. Et donc, montrer que nous sommes le fruit de conditionnements, et il est très intéressant de questionner ces conditionnements, sachant que ceux qui sont dans une situation de domination, en règle générale, font tout pour la garder. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Écoutez, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions. Qui se lance? Monsieur. Oui, je voudrais revenir sur la notion de vérité que Yves Thierry a beaucoup mis en avant, et je voudrais mettre en regard la notion d'explication. Je pense que la science est faite d'explications plus que de vérité. Et une explication, en fait, c'est facile à expliquer à des enfants ce que c'est qu'une bonne explication. C'est quelque chose qui rend compte de beaucoup de phénomènes, c'est quelque chose qui permet de faire des prédictions testables à la Popper, hein, et puis c'est quelque chose qui est difficile à changer. Parce que si vous avez un schéma explicatif qui explique beaucoup de choses, s'il y a quelque chose qui ne colle pas, alors ça veut dire que c'est un sérieux problème et on ne va pas pouvoir le régler comme ça. Je prends juste un exemple, la résolution du problème du périhélie de Mercure avec la relativité générale. Et passer de la classique à la générale, ce n'est pas une petite affaire quand même. Donc ces critères-là, ils sont simples à expliquer à des enfants ou des adolescents, et je pense qu'ils sont vraiment... Enfin, ça pose moins de difficultés que la notion de vérité à laquelle il faut tout de suite accrocher des guillemets, je trouve. Et donc, voilà, je voulais proposer ça, cette notion d'explication. Dans ce que je dis, explication, c'est synonyme de théorie. Mais c'est mieux, c'est plus simple, en quelque sorte, ça fait moins peur de parler d'explication et de bonnes explications. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne explication? Si une explication n'explique qu'un phénomène, ce n'est pas une explication, c'est une description de ce phénomène. Donc il y a des conditions et on peut prendre des exemples. Il y en a plein sur l'histoire des idées sur l'âge de la Terre ou autre chose, etc. On peut faire. Une remarque supplémentaire, mais ce n'est pas sur la même chose. Si ce n'est pas la même chose, on va commencer par demander si quelqu'un veut réagir sur cette question. Est-ce que l'un des conférenciers précédents veut dire quelque chose? Oui, vas-y. Bon, peut-être dans ce que tu viens de dire, ce n'est pas... Oui, lorsqu'on parle de vérité, je pense que c'est le processus rationnel qui conduit à une conclusion. C'est ça, je pense que explication que veut dire, c'est ça, c'est le processus rationnel qui n'est pas quelque chose qui a été... Ça a mis du temps. L'humanité a mis du temps à découvrir cette façon de penser. Et c'est vrai qu'au début, c'était la géométrie, donc c'était le premier système, si vous voulez, axiomatique, c'était la géométrie. Et
c'était, bon, pour l'anecdote, on dit que dans l'Académie de Platon, qui n'était pas du tout un géomètre, c'était un philosophe, c'était marqué au-dessus, midis agiometritos ici mythifira. Personne, et que personne ignorant de géométrie n'entre dans de travers cette porte. C'est pas que Platon s'intéressait au théorème spécifique, mais à la façon de penser. Ça veut dire que vraiment, ça donne une façon de penser qui est rationnelle, qui ne parle pas de conditionnement du genre que M. Thuram vous venez de nous dire, qui ne parle pas de préjugés comme ça, qui parle de fait des axiomes et qui arrive à une conclusion. Voilà, je pense que c'est ça la vérité scientifique qu'on veut essayer de donner. Alors on peut l'appeler explication, on peut l'appeler démonstration, ou on peut aller développement, c'est à peu près la même chose. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Beaucoup de questions. Pour revenir encore sur le thème de la vérité, je pense qu'il y a un petit bémol quand même. Par exemple, même en mathématiques, bon, le théorème de Pythagore, il n'y a pas de problème, mais par exemple, les nombres complexes n'ont pas toujours existé. Un nombre dont le carré est négatif, à l'époque, on n'y pensait pas. En physique, c'est beaucoup plus grave, en quelque sorte. Sans revenir sur l'histoire Ptolémée-Copernic, on peut quand même remarquer que la théorie atomique qui a été inventée, non pas par un grand scientifique, mais par un petit enseignant Quaker Dalton à Manchester, elle a été combattue pendant une génération par un académicien ici à l'Académie des sciences, par Berthelot. Non. Il a fallu attendre quasiment 1925 le livre de Perrin pour qu'elle soit admise. Donc la vérité peut évoluer aussi au fil du temps. Très bien. Une autre question ? Oui, deux courtes questions et qui, je pense, sont liées, pour lesquelles un certain nombre de parents d'élèves et même d'enseignants, des fois, se trouvent démunis. Est-ce qu'il y a une évaluation du rôle, de l'impact, j'allais dire peut-être il y a 10 ans, depuis 10 ans, 15 ans, des dizaines, je ne sais pas, peut-être des centaines de chaînes paraboliques, satellitaires, sources d'information, de culture, d'éducation, et je dirais même, comme dit ma fille aujourd'hui, de l'influence de Snapchat, de Instagram, de YouTube, enfin de tout ce qui passe comme information, comme contre-vérité, comme fausse vérité, comme vérité biaisée, comme information. Alors, je ne sais pas si on a mesuré ou s'il y a des moyens d'étudier l'impact de tout ça dans la tête d'un jeune, quand on pense le nombre d'heures qui passent devant. Et deuxième question, que faire ? Commençons par la première. Est-ce que la main à la pâte s'est penchée sur cette question de l'impact des YouTube et autres sur le concept de vérité de nos enfants ? Je ne saurais pas vous répondre de manière aussi générale que votre question est posée, mais je pourrais donner un exemple plus ponctuel, mais assez intéressant tout de même. Il s'agissait d'un sondage bien fait, récent, il y a 3 ans maintenant, qui portait sur l'énergie nucléaire en France. Et une des questions était très précisément liée sur le lien entre changement climatique et effet de l'énergie des centrales nucléaires dans la production d'électricité. Et l'opinion majoritaire en France, majoritaire ça veut dire plus des 3/4 de la population, était que les centrales nucléaires avaient une responsabilité directe dans le changement climatique. Et pour être plus précis, il y avait des catégorisations par âge, et ceux qui étaient les plus en faveur de cette opinion étaient les jeunes de 18 à 25 ans. Or, nous sommes dans une époque, les jeunes qui répondaient à ça faisaient partie de classes d'âge où il y a 80% de bacheliers. Donc, on pouvait se demander si cette opinion qu'ils émettaient était le résultat de leur
connaissances scolaires. Ils avaient tout de même tous fait de la physique, et en particulier un peu de physique nucléaire, hein, au lycée pour le programme du baccalauréat. Donc je sais que je ne réponds pas à votre question, mais on peut s'interroger sur l'origine de leurs convictions, qui étaient évidemment complètement fausses. Hein. Venait-elle d'un biais a priori dû au fait qu'étant opposé au nucléaire, toutes les catastrophes à venir, y compris le changement climatique, lui étaient spontanément attribuées? Venait-elle d'un déséquilibre entre ce qu'ils avaient appris à l'école et ce qu'ils lisaient sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Voilà. Il faut l'allumer. C'est peut-être pas une réponse, mais il me semble que même s'il y a beaucoup de choses mauvaises sur Internet, il y a aussi des choses super bien quand même. Hein, il faut quand même pas oublier ça, qu'il y a des choses vraiment extraordinaires qui n'existaient pas du tout quand j'étais adolescent et que j'aimerais bien être adolescent de nouveau pour apprendre. Hein, parce qu'il y a des choses très très bien aussi. Hein. Il ne faut pas non plus voir que le côté négatif, quoi. Non? D'autres questions? Oui? Il faut, voilà, le micro, ouais. Si j'arrive à vous dire. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote dans le cadre de mon action de la main à la pâte. Donc, j'y suis depuis un peu plus qu'1 an, et on m'a demandé d'intervenir dans un lycée, disons, du sud de Paris, juste, en fait, le collège Évariste Galois, qui est une zone d'éducation prioritaire, et dans lequel, quand je suis arrivée, on m'a expliqué qu'effectivement, la plupart des étudiants étaient d'origine étrangère et la plupart étaient boursiers. Je peux vous dire tout de suite qu'ayant été boursière et fille d'émigrés illégaux, je comprenais très bien la situation. Donc de ce côté-là, pas de souci. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'approche qu'ont pris les 2 professeurs disons, de ce qu'on appelait la physique et la chimie au niveau de la 6e, 2 femmes, très bien, qui avaient décidé de prendre les enfants en essayant de leur montrer que les sciences, en fait, ça servait à quelque chose, et en les prenant vraiment par là où ils sont sensibles. On commence donc par l'estomac. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire un programme sur toute l'année, le fondant au chocolat. Alors moi, je me suis dit, ça va être un peu restreint quand même, le fondant au chocolat. Qu'est-ce qu'on va construire à partir du fondant au chocolat? Et bien, j'ai été totalement fascinée de ce qu'ils ont construit sur de la physique, de la géographie, de l'histoire, des propriétés élémentaires de physique. Donc je vais vous expliquer typiquement. À un moment, on leur explique qu'on fait un fondant au chocolat, on ne met pas n'importe quelle quantité de produits. Les enfants comprennent ça. C'était des enfants de 6e. Donc on leur dit, mais comment on va faire? Une mesure. Alors, on leur explique la mesure. À partir de la mesure, on leur explique des maths. Ils ont quand même accepté parce qu'ils devaient comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On leur dit, c'est pas la même chose, 4 personnes, 8 personnes, 10 personnes. Donc on leur a fait faire des maths, des règles de 3. Ils ont accepté. Après, ils ont vu qu'il y avait des différents types de mesures. Ils ont vu qu'il y avait des poids, il y avait des volumes. Ils ont appris des choses. À un moment, on leur a expliqué qu'un gâteau au chocolat, ça peut devenir mauvais s'il n'est pas mis dans des conditions correctes. Donc, on leur a appris des problèmes sur le froid, la physique, un peu, etc. À un moment, ce qui m'a totalement passionnée, ils m'ont dit, on va parler de géographie et d'histoire. J'ai dit, non, attendez, à partir du gâteau au chocolat, vous allez parler de géographie et d'histoire? Oui, d'où vient le chocolat? Donc, ils ont fait tout un cours sur l'origine des produits et comment les produits traversaient les mers pour aller d'un point à un autre. Chocolat, et puis on a dérivé un peu, le sucre, etc. Donc l'histoire, quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que le chocolat a été découvert? Et puis on a parlé un petit peu des autres pays. Après, on leur a essayé de leur faire montrer comment le chocolat devait être cuit. Et donc ils ont commencé à faire eux-mêmes le chocolat. On les a mis dans un laboratoire, ils les a fait mélanger. Et puis on leur a dit, vous allez faire le chocolat avec les proportions que vous voulez, puis on va goûter les chocolats. Et on verra les différents fondants. Et ils se sont aperçus que on pouvait faire des grosses variations, c'était pas terrible. On pouvait faire des petites variations, c'était peut-être pas mauvais. On pouvait changer quelques conditions, c'était peut-être pas mauvais.
On pouvait faire quelques petits raccourcis, c'était pas mauvais. Donc ils avaient appris à la fois la réflexion, la proposition, la critique, l'autocritique, etc. Ça a duré l'année entière et ça couvre toutes les sciences. Donc quand je suis arrivée, donc j'ai discuté avec les enfants, j'ai eu une séance très houleuse, très houleuse parce qu'ils posent des tas de questions, très intéressantes, très déstabilisantes, parce qu'ils posent énormément de questions sur l'origine de la vie, pour vous le dire. Et puis après, j'ai appris que ce collège avait en fait construit toute sa problématique à partir d'un objet pratique, c'est-à-dire que par exemple, ceux qui faisaient du latin et du grec, eh ben, ils les avaient envoyés dans un contexte où ils allaient utiliser le latin et le grec, etc. Ceux qui faisaient de l'anglais étaient envoyés effectivement dans un pays anglophone et on les forçait à faire quelque chose. Et en fait, ils avaient mis tout en pratique et donc ils revenaient en disant mais ça sert à quelque chose. Donc l'éducation sert à quelque chose. Voilà mon intervention. C'était un commentaire. La main à la pâte, ça sert à quelque chose. Merci. Encore une question là-bas, oui. Je vais y arriver, voilà. Oui, merci pour ce témoignage qui évidemment me fait penser, je vais demander la parole tout à l'heure après l'intervention de M. Léna avec cette magnifique formule et d'apprendre à penser librement qui a été reprise par M. Thuram à l'instant et donc qui m'amène à interroger quand même le modèle de l'enseignement qui est un modèle qui est totalement dominant dans notre école et qui évidemment interroge la façon dont on peut approcher l'esprit critique, l'éducation scientifique, etc., qui me semble être fondamentale. Elle me semble aussi fondamentale. La question fondamentale qui m'est apparue, je suis en fin de ma carrière est déjà derrière moi, c'est évidemment celle de la formation. Et j'allais dire la formation des professeurs, mais je devrais dire la formation des pédagogues. Or, la pédagogie en France, c'est un méchant mot, c'est un mot tabou, on n'en parle pas. Et là est la question centrale, fondamentale. Et c'est une question des droits de l'homme et c'est une question des droits d'enfant. Parce que quel est le fondement de la pédagogie? C'est le fait de reconnaître qu'un enfant, c'est une personne. Et c'est pas... Oh pardon, je vais employer une très mauvaise expression, mais peut-être quelquefois il faut les employer. Ce n'est pas un verre, un vase, une cruche dans lequel on déverse des choses, dans lequel on déverse des informations. Et dans le monde scientifique, on sait bien quelle est la valeur des informations, la valeur des faits par rapport à des réalités. Et je le pense, quelquefois contre des vérités qui sont assénées par des idéologies qui, malheureusement, comme disait M. Thuram, nous conditionnent énormément. Est-ce que l'un des intervenants veut faire un commentaire ? Il y a une question là-bas, oui. Oui, merci. J'ai une question pour M. Thuram. Les conditionnements, je pense, c'est très très important. Mais on a beaucoup parlé ce matin des migrations. Et il me semble qu'il y a aussi des conditionnements entre sédentaires et nomades, qui sont un peu ces populations nomades sont un peu dans notre tâche aveugle. Je ne sais pas ce qu'on peut faire dans le domaine de la main à la pâte, par exemple, pour toucher des populations nomades. On a eu des migrations forcées, la traite des Noirs, etc. On a eu de l'épuration ethnique, on a eu des échanges de populations, par exemple, entre Grecs et Turcs à la fin de la Première Guerre mondiale. Maintenant, on essaye d'interdire des migrations, mais déjà, moi je l'ai vu en Syrie il y a 25 ou 30 ans, où le doyen de la faculté d'agronomie de Damas, qui avait été responsable de fermes d'État, nous disait on a obligé des populations de pasteurs à se sédentariser, et puis ils ont cultivé du coton. En cultivant du coton, au bout de quelques années, la terre se salait et les rendements baissaient. Ce n'était pas grave pour eux parce qu'ils n'avaient pas une culture d'agriculteurs. Ils allaient plus loin et ils cultivaient du coton, ils étendaient la salinisation, et puis ensuite, avec leurs petits pécules, ils rachetaient du bétail, etc. Donc il y a des populations qu'on a obligées à se sédentariser. Il y a eu les problèmes des tziganes. Je pense que ces populations-là, elles sont difficiles à joindre par l'éducation scientifique. Donc je voudrais un peu votre sentiment sur cette question. Nous sommes un peu conditionnés dans notre civilisation à considérer que c'est mieux d'être sédentaire que d'être nomade. Je ne sais pas si je peux... En fait, vous savez, ce qui me surprend, c'est l'idée qu'encore une fois, qu'il y aurait une façon de vivre plus décente que d'autres. Et il y aurait quelqu'un qui dit, voilà, on doit vivre comme ça.
Et je pense que c'est ça qui est le compliqué. Par exemple, moi, j'ai été effectivement voir ce qu'on appelle des camps, où les personnes sont enfermées, en fait. Et c'est assez bizarre parce qu'on ne se rend pas compte que on a l'impression de dire à ces personnes qui sont pas tout à fait humains, en fait. Et je pense que nous devons nous poser la question à savoir qui est plus humain. Est-ce que c'est les personnes qui sont enfermées ou ceux qui sont à l'extérieur? Et je pense que malheureusement, nous sommes dans des situations où, de prétention. C'est-à-dire, nous acceptons qui nous voulons et quand nous voulons. Et nous devons refuser le fait que, par exemple, notre pays puisse verser des sommes à d'autres pays pour empêcher les gens de bouger. Et en fait, je trouve que notre société, en fait, nous éduque à devenir, vous avez utilisé un mot, aveugle, mais à accepter cette violence. Et c'est vrai que tout à l'heure, madame disait aussi qu'il fallait dire aux enfants d'apprendre plusieurs langues. Mais en fait, pour certaines personnes, on vous dit que votre langue est négative, qu'il faut vous intégrer, qu'il faut vous assimiler. Et la première des choses, c'est oublier ce que vous êtes. Et donc, c'est extrêmement difficile de répondre à la question, mais je pense que nous devons essayer de voir qu'est-ce que les personnes qui viennent de l'extérieur puissent nous apprendre. Parce qu'on ne se pose jamais cette question, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, c'est une question beaucoup plus pratique sur tout à l'heure. Je voudrais savoir, est-ce que pour vous, enseigner des matières en sciences, c'est peut-être plus facile en expliquant, etc., et aller directement vers la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? L'enseignement de la science doit presque obligatoirement entraîner la vérité et doit être avec des explications, donc pour moi, plus faciles. Alors, ce n'est pas les droits humains, là, c'est l'enseignement de la science. Merci. Je ne sais pas si ça fait partie du sujet. Pas sûr. Pas sûr. Pierre, c'est à toi de répondre. Ou Yves. Ou les deux. Oui, je crois que ce que nous avons essayé de faire, de montrer aujourd'hui, c'est que, bien sûr, on peut enseigner la science en enseignant des faits scientifiques. Il y en a une quantité gigantesque. Pourquoi les plantes sont vertes, pourquoi les étoiles brillent, pourquoi le soleil nous chauffe, etc., etc. La science est un immense répertoire de faits acquis au fil des siècles et qui sont chacun source de nouvelles questions. Mais ce qui nous a beaucoup intéressé dans l'enseignement élémentaire de la science, c'est plus ce que nous avons appelé d'ailleurs dans cet échange le processus de connaissance. Comment est-ce que on chemine pour, à partir d'observations, je vois des étoiles dans le ciel, des plantes vertes, par exemple, comment est-ce qu'on chemine vers ce que Jacques Treiner appelait tout à l'heure une explication qui a un caractère d'universalité qui vaudra partout et en tout temps. C'est donc plus le processus de pensée, de démonstration, qui en mathématiques a une forme très rigoureuse, qui dans les sciences de la nature a une forme, disons, plus ouverte. C'est plus ce processus qui nous semble un apprentissage d'une pensée libre. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Moi, j'aurais une question pour monsieur Thuram. Vous avez cette belle phrase « On ne naît pas raciste, mais on le devient ». Et j'aimerais savoir si vous avez constaté, ou est-ce qu'il existe des études un peu précises pour savoir à quel âge on voit les premières formes de racisme arriver chez l'enfant. Parce que moi, de mon expérience personnelle, j'ai vécu longtemps au Brésil, je connais bien la Guadeloupe aussi, j'ai l'impression que les petits-enfants sont totalement inconscients de cette forme de racisme. Donc il y a bien un moment, alors c'est quoi? C'est à 2 ans, c'est à 3 ans, c'est à 5 ans, c'est à 10 ans. Quand est-ce que ça se passe? Est-ce que ces choses ont été étudiées de manière un peu en fait, oui, il y a des études. Je ne pourrais pas dire exactement à quel âge, mais effectivement, c'est vrai qu'il est important de constater que les enfants, au départ, ne perçoivent pas la couleur. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec mon fils.
le plus petit, nous étions en Italie. Et donc, il était à l'asile nido. En français, ça fait la crèche, l'asile nido. Oui. Et donc, je lui dis, mon chéri, dis-moi, tu es le seul petit garçon noir de ta classe? Et donc, lui, il me regarde et me dit, mais papa, je ne suis pas noir. Et donc, moi, je me dis, tiens, il a un problème, il n'assume pas sa couleur. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah bon? Il me dit, non, mais je suis marron. Je dis, ah d'accord. Je dis, mais les autres de ta classe, ils sont de quelle couleur? Il me dit, ils sont roses. Et en fait, c'était moi qui l'éduquais à se percevoir noir. Et aujourd'hui, si vous lui parlez, vous lui demandez quelle couleur il va vous dire noir. Et d'ailleurs, il y a un jeu que je fais dans les écoles avec les enfants. Et je leur demande qui est noir, qui est blanc. Et donc, ils lèvent la main. Et donc, je leur dis de venir vers moi. Je prends une feuille, par exemple, comme ça. Je leur dis alors, cette feuille, elle est de quelle couleur? Je dis, elle est blanche. Je dis, vous êtes sûr? Et je mets la feuille près de leur peau. Je leur dis, mais est-ce que vous avez de la même couleur? Il dit, non. Je dis, alors, si la feuille est blanche et toi, tu n'es pas de la même couleur, tu es de quelle couleur? Je suis beige. Vous voyez? Donc, en fait, il y a des par exemple, dernièrement, nous parlions avec 2 jeunes femmes qui font de la science cognitive, qui nous expliquent que si un enfant est baigné dans une société où toutes les personnes ont les mêmes couleurs de peau, on remarque que si jamais tout d'un coup intervient une personne qui aurait une autre couleur de peau, eh bien, l'enfant a tendance à détourner le visage plus rapidement. Vous voyez? Et donc, l'idée, c'est justement emmener ce multiculturalisme, ce multicouleur, pour que ça devienne une habitude. Parce qu'en fait, très souvent, c'est ça. C'est-à-dire que le racisme, c'est être persuadé que certaines personnes se comportent de cette façon-là. Mais très souvent, le racisme, c'est des non-dits. C'est des non-dits. Par exemple, encore une fois, comme je vous disais, lorsque vous rentrez dans cette salle, vous notez certaines choses. Par exemple, vous allez noter que peut-être que les personnes d'une certaine couleur comme moi vont peut-être être plus au service que d'autres. Et donc, en fait, il y a des informations que nous recevons tous les jours, mais qu'on ne se rend pas compte. Et donc, voilà pourquoi il faut aborder ces sujets avec les enfants. Parce que si vous pensez ne pas les aborder pour qu'ils ne deviennent pas racistes, non. C'est que dans la journée, ils perçoivent des choses. Et ils vont comprendre très rapidement qu'il y a des places attribuées dans la société. Voilà. Mais en fait, je pense que dans l'école, par exemple, il y a un truc qu'on devrait aussi apprendre aux enfants. C'est par exemple la psychologie sociale. Vous voyez, ça, on n'apprend pas comment fonctionne un groupe. Comment, par exemple, si vous êtes une personne blanche et il y a un danger, si on vous présente une personne noire avec peut-être un téléphone, une personne blanche avec un téléphone, le téléphone va se transformer chez la personne noire en arme. Parce qu'en fait, dans votre cerveau, c'est inscrit qu'effectivement, il y a cette peur. Parce que historiquement, les personnes noires représentent un danger et que votre cerveau anticipe le danger. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire aux États-Unis où il y a eu un appel téléphonique parce qu'il y a pas un gardien, mais un vigile qui a mis à terre un homme qui créait des problèmes. Et donc, la police arrive, voit le vigile sur l'homme et tire sur le vigile et le tue. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est raciste, c'est qu'il a un biais raciste. Il est persuadé que c'est le noir qui est en train d'agresser cette personne blanche par terre. Et moi, je pense qu'effectivement, il faudrait apprendre aux enfants que chacun de nous, nous sommes porteurs de biais. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être comme anecdote sur la couleur de la peau, à l'époque où j'habitais au Brésil, j'ai participé à un recensement de la population. Et donc le recenseur vient dans l'appartement et donne une espèce de spectre de toutes les couleurs, continue du blanc au noir, et chaque individu est censé se placer dans le spectre. Et c'est tout à fait intéressant parce que j'ai compris par la suite que les gens ne se placent pas du tout comme ils sont, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Oui, je vous avais dit que j'avais une remarque sur un autre sujet. Oui. Oui, à propos des attaques contre la science, il y a un aspect qui, moi, m'a complètement abasourdi. Et c'est très bien raconté, consigné, très en détail dans un livre que j'ai eu le plaisir de traduire et qui s'appelle « Les marchands de doute ». Et quand on voit que des attaques contre la science viennent du propre milieu scientifique, où des gens sont tellement persuadés que l'économie de marché doit tout résoudre, qu'en fait, ils sont prêts à détourner des connaissances qu'on a, qui sont bien établies, etc., parce que, comme ils disent, les environnementalistes sont comme des pastèques, c'est-à-dire ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Et ça, c'est quand même incroyable, quoi. Des grands scientifiques qui ont grandi dans la période de la guerre froide, qui étaient des immigrés, qui pour des raisons, etc., bon, peu importe, mais des gens comme Zeitz, comme Nirenberg, etc., sont des gens qui ont fait de grandes contributions et qui se sont qui se sont amusés à jouer à ce truc-là contre monnaie sonnante et trébuchante. En France, je dois dire qu'on a eu aussi quelques exemples. C'est pas de l'argent qui est en jeu, mais il y a eu quand même des petites choses. Et comme il faut balayer devant sa porte, je dois dire que quand même, y compris à l'Académie, il y a eu quelquefois des choses un petit peu bizarres quand même sur le climat. Et encore récemment. Je m'arrête. Oui. Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, il y a une question là-bas. Oui, c'est juste pour continuer sur ce sujet. Je pense que l'Académie devrait quand même plus intervenir au niveau de la formation des maîtres et de ce qu'on leur demande. On a dit plusieurs fois, et c'est vrai, que nous abandonnions la démonstration. C'est-à-dire que nous abandonnions finalement l'essence de ce que l'on vient de dire. La vérité n'est pas strictement entraînée à apprendre par cœur. La vérité, c'est pouvoir révoquer l'erreur. Je suis bien sûr d'accord. Vous imaginez que je suis d'accord avec vous. Oui, oui. Ce que je veux juste dire, c'est que, comme vous le savez, dans notre pays, les manuels scolaires sont fabriqués par des éditeurs et ne sont en aucun cas contrôlés par l'État. Parce que l'État, on ne vit pas dans une dictature. Hein. Nous vivons dans un pays où les éditeurs ont le droit de publier les manuels scolaires qu'ils souhaitent, à condition qu'ils soient compatibles avec les programmes. Les programmes explicitement, vous avez raison, les programmes explicitement mentionnent qu'il doit y avoir une grande importance pour la démonstration. Cela dit, j'en ai parlé récemment avec un inspecteur général qui m'expliquait que les éditeurs, aujourd'hui, ne souhaitent plus donner la démonstration du théorème de Pythagore, contrairement à ce qu'on dit dans les programmes, parce que, ouvrez les guillemets, ça ne se vend pas. Donc c'est une chose dont il faut avoir conscience. Les éditeurs sont des commerçants, ils vendent des livres, et il faut bien se rendre compte aussi que pour un enseignant dans une classe, dans un collège difficile, c'est quand même pas facile d'expliquer la démonstration du théorème de Pythagore, qui, quoi qu'on le dise, n'est pas si facile. Hein. C'est bien pour ça qu'on l'aime, c'est parce qu'elle est un peu subtile. Donc, c'est pas facile pour les profs. Les profs ont beaucoup de choses à faire et beaucoup d'entre eux préfèrent acheter un livre où il n'y a pas la démonstration. Et on ne peut rien. Enfin, nous à l'Académie, on essaye de faire des choses contre ça, mais encore une fois, on est quand même dans un pays où les livres sont écrits par des éditeurs et ils ont la liberté. C'est ça aussi la liberté. Ils ont la liberté de publier un livre qui ne respecte pas strictement le programme. C'est comme ça. Mais je le regrette comme vous. Hein. J'entends bien. Néanmoins, l'Académie a une certaine autorité morale, en particulier au niveau de la formation des maîtres. Et cette formation des maîtres, je pense qu'il ne faut pas l'abandonner. Mais on ne l'abandonne pas, mais il n'y a plus qu'à. Vous avez raison, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Encore une dernière ? Oui, non, c'est juste une petite remarque. Je m'oppose un peu contre ce que vous venez de dire, monsieur, parce qu'il y a un corps d'État qui est le corps des inspecteurs généraux qui interviennent fortement dans l'édition des ouvrages scolaires.
de façon différenciée. D'une part, quelquefois, ils en sont les auteurs, ou ils confient le travail d'auteur à des professeurs avec lesquels ils travaillent, ou de façon directe, parce qu'ils surveillent ce qui entre dans les programmes de l'éducation nationale. Et je pense que l'Académie peut avoir une force et une présence très importante auprès des inspecteurs généraux, qui sont évidemment des gens très curieux, très cultivés. Je peux vous rassurer que nous essayons du mieux possible.